en numérique, que la FEMS initie, en tout cas sous cette forme, hein. Nous avions fait au cours de l'année dernière 3 rencontres déjà dans des salons virtuels qu'on avait intitulés Muséo Covid, mais qui avaient, on va dire, une autre fonction. Là, nous misons plus sur un autre objectif qui nous paraît important, étant donné que la crise perdure, la fermeture des musées perdure sans perspective d'ouverture pour l'instant. Et nous souhaitions bien sûr voilà, être présents pour, on va dire, remplir une des missions du réseau qui est la nôtre, une des missions premières, l'animation du réseau. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes quasiment tous équipés d'outils en visio, de casques et autres caméras qui nous le permettent. Vous savez que la FEMS est aussi très attachée aux rencontres, on va dire aux vraies rencontres en réel, en physique. La question de la convivialité est un enjeu fort, mais pour l'instant, nous n'avons pas cette possibilité. Donc l'initiative a pris rapidement, de manière assez symbolique et aussi, voilà, ça nous paraît important. Nous avons choisi la thématique de la médiation hors les murs pour ce premier temps d'échange, alors qu'il y a un format test. Nous avions prévu au départ une vingtaine de participants, ça nous semblait le format voilà, qui permettait l'échange. On a eu beaucoup de succès, on a été même débordés, on a dû refuser un certain nombre d'inscriptions, on est plus nombreux. On misait aussi peut-être sur du surbooking. Donc on verra, en tout cas, on sera vraiment preneur de vos retours. Pour l'instant, le format, il est tous les 15 jours, mais il ne demande finalement qu'à s'étoffer, qu'à s'animer en fonction aussi des bonnes volontés voilà, pour présenter des retours d'expérience, puisque c'est vraiment la base de ces propositions, retours d'expérience, échanges, conversations avec les membres du réseau sur différents sujets. Je pense que sur le sujet de la médiation, on sera bien sûr très loin d'avoir épuisé l'ensemble des propositions. On en a eu plusieurs déjà. Là, aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur une question finalement, comment maintenir le lien avec nos publics, en prenant appui sur quelques exemples de médiation hors les murs qui ont pu être déployés ces premières semaines. Et donc, nous allons échanger, converser, poser des questions à plusieurs intervenants du réseau qui nous viennent de territoires différents, de musées de tailles différentes. Alors, je vois qu'on commence à être assez nombreux. Je vais peut-être vous dire les règles du jeu, donc pour prendre la parole aussi et vous manifester. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Teams, c'est un outil très simple. Vous avez une fonction caméra et micro. Donc, on vous a coupé vos micros le temps de la première session d'échange et de questions avec les intervenants. Mais bien sûr, libre à vous, quand je donnerai la parole, puisqu'il me revient cette mission d'animation et de modération et de gestion du temps, manifestez-vous soit par le chat en posant une question, ou si vous voulez la poser en direct à nos intervenants, levez la petite main qui se situe en haut à droite de votre écran. Je vous signale aussi, si vous ne le souhaitiez pas, que nous allons enregistrer ce jeudi pour pouvoir voilà, garder trace de ces échanges. Donc là aussi, si vous ne souhaitiez pas être enregistré, vous pouvez désactiver votre caméra. Voilà, je crois que j'en ai à peu près terminé avec les consignes générales. Et puis, bien sûr, on va veiller à conserver la documentation aussi écrite papier par des petits résumés synthèses que nous ferons et que nous enverrons voilà, dans le cadre des lettres du réseau hebdomadaire. Alors, pour aborder cette question du maintien des liens avec nos publics, nous accueillons aujourd'hui, alors j'espère qu'ils sont tous présents, mais
5 invités représentant 3 structures, les musées de Strasbourg, avec Stéphanie Bonnet et Anaïm, qui sont toutes les deux chargées de médiation et de projets culturels au service éducatif. Alors pour 2 musées, l'une pour le musée de l'œuvre Notre-Dame et l'autre pour le musée des arts décoratifs, et qui vont venir nous parler d'une expérience, d'un retour d'expérience sur un projet épistolaire qui a été déployé par les musées de Strasbourg au cours du second confinement. Bonjour Stéphanie et Anna, êtes-vous bien présentes? Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. En second invité, nous avons Corinne Romazeille, qui est responsable du service jeune public à l'écomusée de Marquez, donc écomusée situé en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Corinne. Vous étiez là tout à l'heure, vous êtes toujours là, et vous viendrez nous parler d'une autre expérience que vous avez imaginée, qui s'intitule le cabinet de curiosité. Et enfin, les musées Gadagne à Lyon sont représentés par Coralie Mouton, responsable du service médiation et développement des publics, et Jennifer Ocagne, qui est en charge des publics du territoire. Bonjour Coralie et Jennifer. Êtes-vous bien présente? Ensemble, donc vous pouvez nous voir normalement. Voilà, bon, bah, écoutez, je ne vous ai pas vu, mais je vous ai entendu. Donc, bienvenue à toutes les 5. Donc, alors, je ne sais pas pour l'ensemble des intervenants qui vous voyez. Moi, je n'ai pas la possibilité d'afficher les intervenants, les 5 à côté. Voilà, si Marjolaine a une solution, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Donc, je vais commencer par poser finalement une première question, une première série de questions. Alors, les autres intervenants peuvent aussi y répondre. Et la première question s'adressait au musée de Strasbourg, à Stéphanie et Anna, par rapport à ce projet épistolaire que vous nous aviez dont vous nous avez fait part. J'avais une question sur la manière dont ce projet avait émergé. Est-ce que vous avez réfléchi à orienter vos actions hors les murs durant ces périodes de fermeture du musée, puisque nous en avons eu plusieurs, vers des publics particuliers? Et si oui, est-ce que c'est de votre propre proposition ou est-ce que c'est une commande plus large de votre tutelle? Voilà, la parole est à vous. Je parle de l'origine. Oui, vous m'entendez, ça va? Je ne sais pas. Oui, ça va. Donc l'idée à l'origine, en fait, vient d'échanges avec une conseillère pédagogique et qui me racontait que les enseignants étaient abreuvés en fait de sources numériques et qu'il y avait un besoin en fait de revenir au tangible et de réfléchir à un lien école-musée qu'on pourrait mettre en place sous forme justement de correspondance. Revenir à la lettre, au papier, au courrier, à la voix, et laisser un peu le virtuel en fait de côté. Donc, suite à ces remarques et à cette demande, on a réfléchi ensemble au sein du service et puis on a imaginé mettre en place en fait des correspondances sur la base en fait d'énigmes autour d'œuvres ou d'objets de musée que l'on pouvait proposer en fait aux enseignants dans un premier temps du premier degré, avec l'idée évidemment de préparer la venue au musée, parce que ça reste notre objectif premier, c'est faire venir en fait les groupes dans le musée. On ne sait pas quand ils viendront, mais même si ça s'étire, ce temps de correspondance, il y a bien un moment où on pourra se voir, les accueillir, et finalement ces échanges permettent de préparer en fait les venues dans différents musées. L'ordinateur il rame, donc je suis obligée de prendre mon téléphone. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de courriers depuis que vous avez lancé l'opération?
Non, pour l'instant, en fait, on est justement... ce qui était très compliqué, c'est de suivre l'évolution aussi des consignes ministérielles, c'est-à-dire on n'ouvre plus, on n'accueille plus. Les écoles elles-mêmes étaient un peu perdues, elles ne savaient plus trop si elles pouvaient affréter un bus ou pas. Donc en fait, c'est très lent. C'est un processus qui se met en place, je dirais, lentement. On touche assez peu de classes, pour l'instant très peu d'écoles. Ça s'étire dans le temps, hein. Mais ça se poursuit. C'est-à-dire qu'on s'est même d'ailleurs dit que même si les musées rouvrent, on peut poursuivre en fait ce principe de correspondance une fois l'ouverture des musées. Donc non, ça reste pour l'instant, on touche, je dirais, deux écoles. Mais on réfléchit aussi à mettre en place des outils un peu identiques avec les collèges et les lycées. Voilà. Et peut-être alors une question complémentaire. Donc du coup, de ce que je comprends, c'est que cette action, elle s'adresse avant tout à des publics scolaires. Est-ce qu'elle est déployée uniquement par les 2 musées voilà, que vous représentez, ou est-ce que du coup, elle s'est étendue finalement si des écoles voulaient avoir une relation épistolaire avec un autre musée? Est-ce que c'est possible? En fait, au départ, c'est parti de 3 musées, donc du musée des Beaux-Arts, du musée des Arts décoratifs et du musée de l'œuvre Notre-Dame. Mais parce que, si vous voulez, on a commencé à faire, au moment où le 2e confinement est tombé, on a voulu garder le lien avec nos médiatrices. Donc on a commencé à en discuter, puis l'idée a émergé de nos discussions, donc on a commencé à le mettre en place. Mais après, bien sûr, ça ne sera pas du tout restrictif à ces 3 musées-là. L'idée, c'est bien sûr de le développer pour les autres musées. Très bien, merci pour ces premières réponses. Alors effectivement, cette proposition épistolaire, voilà, vous la présentez comme, alors je ne vais pas dire une contre-proposition, mais une forme d'alternative à l'intrusion du numérique. Alors, dans nos vies, il y était déjà, mais en tout cas, l'intrusion massive du numérique et effectivement, on va dire l'explosion des propositions, on va dire sur Internet a été un élément majeur du premier et du second confinement. Donc là, vous prenez un chemin de traverse en quelque sorte avec cette proposition. Alors, qui est ni du hors les murs, puisque de ce que je comprends, vous ne vous déplacez pas, mais qui est finalement une forme d'entretien de lien, voilà, d'un musée en quelque sorte en voyage. Voilà, moi, on reviendra après sur d'autres questions, mais en tout cas, le lien à l'écriture, je trouve que c'est un lien vraiment pertinent, voilà, qui a pu être développé, je pense, et ça fera peut-être l'objet d'échanges dans d'autres musées qui ont peut-être d'autres retours d'expérience. En tout cas, c'est une expérience sensible, je pense que c'est ce qu'on peut en retenir et qui voilà, qui permet d'approcher le musée, comme vous le dites, avec l'idée d'y retourner, puisque c'est aussi votre intention. Je vais poser une autre question, enfin une première question, mais du coup dans un tout autre registre, puisqu'on est sur là une expérience complètement différente. À Corinne Remazeille, à Marquez, Corinne Remazeille qui me disait voilà, en introduction voilà, qu'elle a une grande expérience de médiation au sein de l'écomusée, avec notamment la création d'outils à destination du public scolaire. Mais là, elle vient nous faire part voilà, d'une autre initiative qui s'appelle le cabinet de curiosité de Marquez, de l'écomusée, pardon. Alors, cette initiative, Corinne, comment s'est-elle déployée? Peut-être rappeler à tous, vous êtes un écomusée situé en milieu rural. Est-ce que vous identifiez, vous, des besoins particuliers pour déployer une offre de médiation hors les murs dans votre contexte de votre territoire? Corinne, il faudrait remettre le micro, je crois. Vous pouvez le faire vous-même. Corinne, on ne vous entend toujours pas. Il faut que vous remettiez votre micro. Je l'ai remis. Très bien, je vous entends. C'est bon. Oui, donc, je reprends.
Oui, ce que j'ai pu identifier moi, c'était en fait le besoin inverse. C'était notre besoin de créer du lien avec la population locale, avec les gens de ce territoire, qui venaient pas forcément à l'écomusée parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Ils avaient l'impression de connaître, ils avaient l'impression qu'on allait leur raconter des choses qu'ils connaissaient, etc. Et donc, moi, je voulais absolument recréer du lien avec la population locale et leur expliquer à travers un outil que j'ai souhaité, j'espère qu'il est plaisant, abordable, un peu ludique, même si c'est pour des adultes. J'ai souhaité aller vers eux et leur montrer que le musée est accessible à tout le monde et leur reparler du rôle des musées. Pourquoi on est là et pourquoi il est important qu'ils viennent. Et s'ils ne viennent pas, ben justement, je vais vers eux et on va parler ensemble de l'histoire, mais sous une forme, j'espère, agréable, qui leur permettra après de ne plus avoir peur de franchir les portes du musée. C'est ça aussi, c'est amener la culture en milieu rural, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude. On a ici des expositions, il y a très très peu de population locale qui se déplace pour voir nos expos. C'est plutôt une population urbaine qui vient des grandes villes voisines, Bordeaux, Mont-de-Marsan, etc. Donc moi, c'était vraiment recréer ce lien, retisser du lien avec la population locale et éventuellement avec des adaptations du cabinet de curiosité à l'attention des publics empêchés ou éloignés, que ce soit sociologiquement ou géographiquement. Alors, dites-nous en plus sur votre cabinet de curiosité, comment vous le déployez et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, si vous voulez, je peux m'écarter un petit peu et je vais déjà vous montrer ce que c'est, puisqu'il est derrière moi. Voilà, vous le voyez un petit peu. En fait, c'est un meuble. Pour tout dire, c'est pas très compliqué. Chez nous, dans les collections du musée, c'était aussi pour parler des collections. Ça rassemble beaucoup de choses, le cabinet de curiosité. Les collections de musée comportent un meuble qui s'appelle en gascon chez nous cabinet. Bon, voilà, j'ai fait le lien, j'ai trouvé un petit cabinet, sinon ils sont un peu plus grands. Et donc, j'ai créé ce meuble dans lequel j'ai mis des objets qui me permettent de parler du patrimoine, parce que ce soit le patrimoine culturel, le patrimoine naturel. Et j'accompagne cette présentation du patrimoine de lecture, d'œuvres, bien sûr, d'œuvres littéraires, d'écrivains locaux, Mauriac par exemple, mais enfin il y en a d'autres. Et cela me permet donc de faire parler des objets autour de ce thème du patrimoine. Et donc je me déplace avec le meuble. Il n'est pas très lourd, hein. J'ai fait exprès de prendre un petit, donc je le vide. J'ai un diable, je suis autonome. Voilà, et je me déplace dans les médiathèques. J'ai fait une maison de retraite aussi, une expérience un peu particulière. C'est pas du tout mon domaine, hein, les personnes âgées. Voilà, c'était nouveau. Et je me suis rendu compte à cette occasion que le cabinet devrait être adapté justement à d'autres formes de public. Il n'était pas adapté, par exemple, à des personnes âgées. Les textes sont trop longs, trop compliqués, etc. Par contre, dans un public de médiathèque, ça marche bien. Alors, peut-être une question, puisque vous abordez justement les publics ou les groupes, finalement, vers lesquels vous vous êtes tourné cette année, une année particulière avec la crise sanitaire, les protocoles, les mesures de distanciation. Voilà, on les a tous créés, adaptés, imaginés et mis en œuvre dans nos musées pour nos métiers. Est-ce que vous avez pu véritablement le déployer? Vous parlez d'une maison de retraite. Et si oui, voilà, comment s'est fait l'accueil? Est-ce que justement les publics étaient très heureux de vous voir arriver? Est-ce qu'il y a eu de la crainte? Comment ça s'est passé? Alors, la maison de retraite, j'y suis allée juste avant. Voilà, c'était prévu comme ça, c'était avant le mois de mars, donc je n'ai pas eu de soucis concernant le Covid. Oui, le problème, ce qui m'angoissait, moi, c'était
d'avoir un masque pour parler. Je ne peux pas parce qu'en fait, je lis beaucoup, je parle et je chante aussi. Donc, avec un masque, c'était compliqué. Mais les fois d'après, lorsque je suis allée en médiathèque, comme ça, ils assimilent ça, pas moi, pas du tout, hein, à un spectacle. Moi, j'ai beau leur dire que c'est de la médiation culturelle. Voilà, comme je chante 2-3 chansons de suite, ça, voilà. Donc, ils m'ont autorisé à ne pas porter le masque, à me mettre bien sûr à distance. Et j'ai pu ainsi partager toute cette histoire du cabinet de curiosité de façon plus légère. Merci de ces échanges. Donc finalement, de ce que vous nous confiez, c'est qu'une initiative qui n'était pas prévue voilà, au départ pour être une initiative hors les murs pendant une période de crise sanitaire, hein, de ce que je comprends, finalement, elle était vraiment inscrite dans le cadre du projet culturel de l'écomusée de fond, finalement, qui est souvent un sujet, finalement, un écomusée qui vise à être au plus près de son territoire, mais qui parfois a une fréquentation touristique. Comment maintenir le lien avec les populations qui y habitent, susciter leur intérêt. Ça me fait étrangement penser, alors c'est une autre forme, mais les Québécois l'ont beaucoup travaillé, notamment le musée de la civilisation de Québec, qui déployait notamment ce qu'ils appelaient patrimoine à domicile, et qui était une initiative justement qui avait vocation, alors un petit peu différente, mais justement à parler patrimoine chez les gens, mais avec les objets des personnes qui habitaient chez eux, finalement. Donc il y avait moins de contraintes finalement liées au déplacement, parce que là, voilà, vous avez déployé voilà, des choses assez astucieuses, mais il y a quand même un peu de logistique. Et puis en dernier point, je pense que ça sera quelque chose, peut-être il y aura des questions ou d'autres compléments tout à l'heure dans la conversation d'autres collègues. Vous avez mentionné les actions aujourd'hui que vous déployez dans les bibliothèques, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que c'est une des orientations possibles finalement de déploiement de la médiation culturelle des collections des musées vers les bibliothèques, puisque le réseau des bibliothèques est ouvert partout en France, enfin, il l'est encore, et que les bibliothèques ont le droit d'organiser des petites formes d'action culturelle. Alors, ça reste avec des publics très limités, hein, nous, c'est 6 personnes ici dans notre établissement à Rennes. Mais en tout cas, c'est voilà, une forme d'action que vous avez imaginée. Merci Corinne pour cette première question. Je vais me tourner à présent vers Lyon, vers Gadagne. Alors, voilà, peut-être alors une question, alors je ne vais pas dire non politiquement correcte, mais j'ai envie de vous poser une question un petit peu, c'est la première question qui m'est venue en fait, voilà, en lisant l'initiative. Le vélo est à la mode, hein, on le sait tous, notamment dans les grandes villes, dans les grands centres urbains qui se dotent de plans de mobilité. Il y a encore plus, on va dire, encore plus le vent en poupe dans les grandes villes et métropoles où des nouveaux élus écologistes ont pris les rênes, et c'est le cas notamment à Lyon. Donc voilà, la question c'est d'où vient cette idée de vélo musée? Est-ce que c'est un effet de mode? Alors j'entends bien, et je pense que vous allez venir là-dessus, sur les bénéfices et les retours d'usage que vous y voyez, notamment par rapport aux valeurs ou au message d'un musée de société et de la question du développement durable. Mais j'avais quand même envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le buzz, dans de la com finalement? Voilà. Comment vous avez finalement imaginé ce projet de vélo musée, Coralie et Jennifer? Bonjour. Bonjour. Alors, merci pour cette première question. Alors, en effet, nous, on ne cherche pas l'effet de buzz, bien au contraire. Alors, cette idée, c'est Jennifer qui est venue avec depuis quelques temps déjà, puisque Jennifer est chargée des publics du territoire. Et nous, à Gadagne, on se revendique, on est le musée d'histoire de Lyon et le musée des arts de la marionnette, et on se positionne et se revendique prioritairement comme un musée de ville de territoire destiné et dirigé vers ses habitants. Donc, du coup, Jennifer, représentante des chargés de public territoire, a proposé cette idée et je lui laisse la parole. Ouais, en fait, c'est une idée qui est en gestation
depuis un certain temps, je dirais depuis 2-3 ans. Voilà, il n'avait pas pu se concrétiser, mais bon, il était voilà, dans le cerveau en pleine cogitation. Et puis, en fait, il fait suite à plusieurs initiatives qu'on a eues au musée, d'implication et d'actions qui étaient menées sur le territoire en direction des habitants de la ville. Il y a eu un prémisse qui a été la conception d'une balade urbaine à vélo qu'on a testé voilà, depuis 2 ans. Et donc, en fait, le projet du vélo, il vient à la croisée de plusieurs expériences menées par le musée, voilà, qui se concrétisent maintenant. Donc oui, ça peut paraître être dans l'air du temps, mais en même temps, pour nous, il est vraiment dans une logique, dans une continuité voilà, d'action, d'aller au plus près des habitants, avec en plus, effectivement, cette volonté de s'engager un peu plus fortement dans la transition écologique. Voilà, c'est vraiment une implication forte du musée dans ce sens-là, qui rejoint également le projet scientifique et culturel, le nouveau projet scientifique et culturel qui est en train de s'écrire, et le fonctionnement interne même du musée, voilà, sur différentes actions dans cette mouvance de transition écologique. Alors peut-être, après cette première voilà, présentation de l'idée, vous choisissez le vélo cargo. Donc j'imagine que vous transportez des choses dans votre avant de vélo ou votre arrière, je ne sais pas comment il est conçu. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement voilà, la forme finalement de médiation que vous allez déployer? Est-ce qu'on est sur les mêmes formes de balade urbaine que voilà, celle que vous menez depuis très longtemps sur le territoire, ou est-ce que du coup il y a finalement une forme d'augmentation de la balade urbaine, voilà, avec par exemple, vous sortez, alors peut-être pas un cabinet de curiosité, mais un petit théâtre de Guignol, une exposition de votre caisse cargo. Comment ça se déploie en fait, à quoi sert le cargo concrètement? Alors, en fait, on a une image, on va vous montrer parce que, donc, à savoir que pour les participants, c'est un projet qui est en cours, donc qui est en cours de réalisation, que nous n'avons pas encore, sinon on l'aurait mis dans notre bureau. Juste pour vous dire qu'en fait, l'objectif de ce vélo musée, il est différent que d'un simple apport de connaissances. Nous, ce qu'on veut avec Jennifer, véritablement, c'est aller à la rencontre d'eux et faire en quelque sorte que ce vélo soit la surprise de la rencontre avec l'habitant, puisque nous avons un point commun en fait avec les habitants de Lyon, c'est qu'eux ont une expérience de la ville, ils vivent la ville au quotidien, et nous, en tant que musée d'histoire de Lyon, et en plus on est vraiment porté sur les enjeux contemporains, on a besoin d'eux pour avoir leur témoignage de la ville. Donc le vélo musée est vraiment conçu avant tout comme un moment d'échange et de rencontre avec les habitants, une rencontre qui soit dans les deux sens. À la fois, les habitants vont nous surprendre dans l'espace public pour voilà, nous voir, vont venir vers nous, et nous, on va venir vers eux pour avoir leur connaissance de la ville. Donc, pour ça, il y a des petites actions de médiation qui ont été conçues, qui sont en conception. Oui, que Jennifer va vous détailler, justement pour aller un petit peu plus loin dans l'échange et dans l'apport de connaissances mutuelles, en fait. Donc, c'est un nouveau mode de médiation qui est différent des balades urbaines. Oui, je dirais que les balades urbaines, voilà, c'est un temps qui est défini, qui est court. Notre format de balade, c'était 2 heures, avec un point de départ, un point d'arrivée, un cheminement. Voilà, on parle d'un sujet en lien avec la ville, en lien avec l'histoire, le patrimoine. Ça se déroule, voilà, sur un format bien précis. Le projet du vélo musée, c'est vraiment de l'inscrire sur du long terme. C'est vraiment une action dans la durée, à la rencontre des habitants, avec des plages définies où le vélo, en fait, va se positionner dans différents endroits, différents quartiers de la ville. Donc, c'est un rendez-vous qui sera récurrent. Donc, c'est un peu le principe du bibliobus, en fait. Hein. On a fait un échange d'expériences, un partage d'expériences, voilà, pour justement alimenter ce projet. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'irriguer le territoire, faire un maillage précis en s'appuyant sur plutôt les périmètres de conseils de quartier pour vraiment aller de façon fine à la rencontre des habitants. Donc, on imagine un format sur des demi-journées à raison d'une fois par semaine. C'est le point de départ, ce qui n'empêche pas que, en fonction de l'expérience, de la pratique du vélo cargo, on ajustera ces rendez-vous si dans certains quartiers la demande voilà, est à soutenir ou
Enfin voilà, vraiment, on ajustera en fonction de la pratique du vélo. Et après, comme le disait Coralie, il y a vraiment, et c'est ce qui fait la richesse de cet outil en fait, c'est que c'est un outil qui est complètement adaptable, qui est évolutif. L'idée, c'est vraiment d'avoir différents niveaux d'usage. Le premier niveau d'usage, c'est vraiment le niveau de rencontre avec les habitants, de créer un rendez-vous, un rendez-vous qu'ils pourront découvrir, qu'ils pourront revenir, et vraiment d'être dans une souplesse pour laisser un maximum de liberté, de rencontre en fait avec ses habitants. Après, il y a un niveau de médiation à proprement parler avec des outils qui vont être conçus pour enclencher, je dirais, une forme un peu plus importante, enfin une forme plus développée, on va dire, de médiation sur la question de la ville. Comment les usagers pratiquent la ville, quels sont les lieux voilà, qui pratiquent le plus. Il y aura voilà, des petits jeux donc sur des formes assez courtes pour ne pas mobiliser voilà, trop longtemps les habitants parce qu'on sait que voilà, ils sont pris par d'autres activités. Et puis, effectivement, en fonction de leur intérêt pour le musée ou pas, voilà, leur degré d'attention sera pas ce ne sera pas le même d'un public à l'autre. Donc, ça sera des petites formes de jeu, voilà, des choses beaucoup plutôt visuelles. Et puis, là, on imagine deux thématiques. Une thématique plutôt sur de mon quartier à ma ville, c'est-à-dire voilà, comment je pratique mon quartier, quelle connaissance j'ai du quartier, quel lieu je pratique. Et puis, un jeu qui sera plutôt, enfin, un outil de médiation qui sera plutôt sur c'est quoi un musée en fait, pour un peu démêler le faux du vrai, faire davantage connaître c'est quoi un musée, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les différents métiers au sein du musée, et tout ça en fait pour asseoir une base qui ensuite mettra en fait ce public-là dans des conditions, je dirais, propices à une éventuelle venue au musée. Exactement. Donc là aussi, vous engagez un mode qu'on pourrait plus qualifié de conversationnel, c'est ce que je comprends de votre intention. Dans l'idée aussi, c'est ce que disait un petit peu Corinne dans la précédente intervention, de briser, alors on ne peut pas dire peut-être briser la glace, mais en tout cas de rompre les freins qui empêchent voilà, certains habitants de venir au musée, ou en tout cas qui n'en manifestent pas l'intérêt. Voilà, ce type de format, on va dire, hors les murs de conversation, moi, il me fait écho à une forme finalement qui a pu être déployée par les médiateurs du musée de Bretagne à Rennes cet été, puisque cet été, comme beaucoup, je pense, vous avez réouvert vos musées, enfin ceux qui l'ont pu, au cours du mois de juin. Par contre, les formats de visite commentées, guidées étaient très limités dans le musée, voire parfois interdits avec les protocoles qui se mettaient en place. Et il y a eu aussi des commandes, peut-être vous les avez eues par vos tutelles, par les villes, avec voilà, des habitants qui sont moins partis en vacances. Voilà, une offre aussi de centres de loisirs pour les plus jeunes, les populations les plus fragiles, qui a été moins développée, ou en tout cas plus longue à se mettre en place. Il y a eu des demandes d'intervention dans les quartiers, voilà, sur les différents territoires de la ville. Et moi, de ce que j'ai retenu du retour d'expérience, alors, à la fois des éléments positifs et négatifs, mais peut-être que d'autres pourront prendre la parole après s'ils ont aussi ce type de retour. C'est que c'est un format extrêmement intéressant parce qu'il permet de changer de posture, d'être dans une situation de médiation différente, on va dire, de format plus classique où on est dans la transmission des savoirs et des connaissances. De format de conversation, alors qu'ils s'accompagnent, nous, ils arrivaient avec du thé, des gâteaux, enfin bon, bref, aussi pour créer du lien et de la convivialité dans l'espace public. J'ai retenu ce qui a bien fonctionné, c'est quand les médiateurs allaient notamment dans les jardins, je ne sais pas pourquoi j'ai retenu, les jardins familiaux notamment, parce qu'il y a des personnes qui venaient très régulièrement. Et c'est vrai qu'en effet, plus
les freins en tout cas, mais ça suppose de bien réfléchir aux endroits où on s'installe, où on arrête son vélo, pour vous ça va être le cas, c'est d'arriver à capter finalement les personnes, à les faire s'arrêter, parce que souvent dans une ville, on se déplace pour des raisons bien particulières, on va d'un point à un autre, et les stations ou les points d'arrêt, ils sont liés à des usages de la ville. On va au marché, donc voilà, on va faire son jardin dans un jardin familial, et voilà, donc ce sujet-là, je pense que c'est un point à bien réfléchir. Mais en tout cas, merci de votre première présentation. L'initiative, en tout cas, est belle. Et finalement, on aurait presque envie à ce qu'elle se déploie. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai fait un stage long au musée Gadagne et j'ai beaucoup fait de vélo. Je ne manquais pas de me faire klaxonner par les bus parce que la circulation à Lyon est compliquée. Et par contre, les collègues des collections pourraient aussi avoir un intérêt à vous rejoindre dans votre initiative, puisque finalement, au-delà de format de médiation, finalement, la question de l'utilisation du vélo comme mode de déplacement professionnel, je pense, est un vrai sujet. Et le cargo, pour le coup, permet de transporter des objets également. On le voit aujourd'hui avec le développement de tout ce qui est service de livraison en ville, qui permet vraiment de gagner du temps et surtout de ne pas stationner sur les pistes cyclables, voilà, quand on est dans des zones comme le musée Gadagne, en milieu piéton notamment. Merci pour ces premières questions. J'ai envie, alors moi j'ai d'autres questions, mais je vous propose, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 35. Je vous propose de vous passer la parole, voilà, tout de suite. Si vous avez des questions à poser à nos invités, à nos intervenants, ou à apporter vous-même un retour d'expérience, un témoignage peut-être par rapport à une médiation que vous avez déployée aussi hors les murs pendant ces périodes de confinement et puis maintenant de fermeture. N'hésitez pas à vous manifester, soit dans le chat, soit en prenant la parole. Voilà, peut-être en attendant que les questions se posent, ou peut-être que je vais les suggérer dans les propositions ou les retours d'expérience que nous avions eus. Nous avons eu plusieurs collègues que je pense qui sont présentes. J'ai une question de Vanessa ou une intervention de Vanessa Dutrelot. Vanessa, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Non, moi, c'était juste une petite question à destination de Corinne. Bonjour Corinne, ex-collègue. J'étais sur Marquez avant, maintenant je suis sur la ferme musée du Cotentin. Et en fait, moi, j'en étais restée au cabinet de curiosité. Je pensais qu'il était principalement destiné aux scolaires. Et en fait, voilà, donc si tu ne vas pas vers les scolaires, pourquoi? Parce que je pense que, a priori, de ce que tu en dis, c'est un outil qui est tout à fait adaptable. Donc, pourquoi pas les scolaires? Alors si, d'abord dans un premier temps, la volonté c'était vraiment le public adulte avec des textes adaptés à des adultes, etc. Mais évidemment, là je suis en train de créer un mini cabinet de curiosité. Ça ne portera pas ce nom, mais en fait c'est une malle qui va contenir des objets aussi. Et au lieu d'avoir bien sûr des œuvres de Mauriac, puisque là c'est destiné à des primaires, je vais utiliser des albums de littérature de jeunesse associés à des objets, donc toujours les petites comptines et les petites chansons pour pouvoir justement aller dans les classes. Et là, il est en cours de création. Voilà. Merci pour cette question. Une autre question de Cédric Garbe. Et puis ensuite, je passerai la parole au Musée national de l'histoire de l'immigration. À votre micro. Et à un moment, vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez là ou pas? Oui? Alors, par contre, moi, je ne vous entends plus. Ah, ça y est. Donc, oui, bonjour. Alors, encore une question pour Corinne Remazeille, donc j'en profite pour la joindre à l'autre. Par rapport au cabinet de curiosité, en fait, ce sont des objets de collection inventoriés? Non. Non, voilà, bien sûr que non, mais pensez-vous que mes collègues me prêtent leurs objets inventoriés? Non. Voilà. Non, c'est des objets que j'ai collectés, moi, et qui sont d'anciens objets quand même, pour la plupart, mais bien sûr pas des objets de collection. Donc, pas inventoriés. D'accord, merci.
Après, je pense que la question pourrait être se poser. Enfin, en tout cas, elle n'est pas. Je pense que c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, notamment, c'est dû sortir hier ou avant-hier, les musées de Clermont-Ferrand. Je crois que c'est le musée Roger Quillot, justement, qui vient d'installer voilà, des collections, notamment des tableaux, dans une école. Je ne sais plus quel établissement scolaire, voilà, pour une durée d'1 mois. Je pense que c'est un vrai sujet à ouvrir. Hein. Pourquoi s'interdirait-on finalement si les conditions voilà, de conservation, de manipulation, si la nature, bien sûr, des collections le permet, pourquoi s'interdirait-on voilà, d'apporter finalement, d'amener ce patrimoine hors les murs? Voilà, je pense qu'il y a certaines catégories d'objets, typologies d'objets qui le permettent. Et je me dis que ça serait aussi plutôt chouette d'arriver finalement peut-être sur des sélections à ce type de proposition. Voilà, la nuit on nous le dira, je pense qu'on avance tous les jours dans cette période. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, je partage en fait mon bureau avec une collègue qui s'occupe des collections, donc j'avoue qu'en même temps, je lui demandais si c'était possible de notre côté, et elle me disait que si le médiateur était formé à transporter ses œuvres, pourquoi pas. Elle me disait qu'il y avait aussi des possibilités, il y avait des vitrines qui permettaient de transporter où les objets ne bougeaient pas, donc les médiateurs n'avaient pas à manipuler les objets. Donc oui, il y avait des possibilités même pour les objets de collection. Alors, je vais vous confier une petite, c'est pas une anecdote, hein, c'est un mini retour d'expérience. Alors, on l'avait fait dans le musée, hélas, il a été à moitié tué par le confinement 1 et puis le 2 et la fermeture ensuite. C'est avec un artiste que vous avez peut-être entendu, parce qu'il est intervenu dans les rencontres métisses il y a peu longtemps, en tout cas son intervention est à écouter, un artiste de Rennes qui appartient à l'école parallèle imaginaire, c'est ce projet, qui a proposé au musée de Bretagne un atlas des sociétés futures, où il proposait justement à ce que des groupes de personnes voilà, viennent proposer finalement leur lecture, leur vision d'une sélection d'objets du musée qui étaient regroupés dans un meuble conçu pour l'occasion, où on avait prélevé en quelque sorte dans les réserves une centaine d'objets. Et lors de séances qui ressemblaient finalement à se mettre dans la peau d'un régisseur, d'un conservateur, d'un chargé d'études, les personnes qui étaient inscrites étaient amenées finalement à observer, à manipuler avec précaution ces objets, le tout étant voilà, strictement encadré par un protocole de gants, de blouses, de gestes, et avec un binôme en fait qui associait un médiateur, en tout cas un collègue des publics, et puis un collègue de la conservation, voilà, un régisseur, un conservateur. Donc, je pense que le hors les murs, mais peut-être que d'autres personnes veulent intervenir là-dessus, le hors les murs, en tout cas moi c'est ma conviction, et c'est des convictions je pense qu'on peut porter dans notre réseau de la FEMS, c'est que le hors les murs n'est pas réservé aux médiateurs. Alors là c'est vrai qu'aujourd'hui autour de la table, je pense, autour de la caméra on va dire, il y a beaucoup de médiateurs, mais je pense qu'il y a des collègues aussi qui sont dans des équipes scientifiques, qui peuvent voir l'intérêt de déployer une action hors les murs, notamment au regard de ce que Jennifer et Coralie nous disaient tout à l'heure, qui est la connaissance fine par les habitants, par des communautés d'histoire d'un territoire, et ce qu'on pourrait finalement assimiler à une collecte de terrain. Je ne sais pas si à Gadagne, mais je n'en doute pas en fait, ils vont aller vers ça, mais j'imagine que le vélo musée pourrait aussi servir à ça. C'est des initiatives qui ont été aussi développées au RISE, voilà, où j'ai souvenir de cette initiative qui s'appelait « Qui sont les ouvriers ?» où les collègues, les équipes allaient dans la rue pour justement entreprendre aussi de la collecte de mémoire, de la collecte, oui, de témoignages finalement. Alors Coralie, je crois qu'Agadan voulait reprendre la parole. Oui, tout à fait, par rapport à ce que vous parlez de la relation en effet entre médiation et collection. Enfin, en effet, le hors les murs, c'est aller vers les publics, quels qu'ils soient. Et donc, c'est vrai que les médiateurs s'en sont emparés dans un premier temps. Mais nous, par exemple, avec le Vélo Musée, on envisage de travailler en étroite collaboration avec nos collègues des collections, bien évidemment. Jennifer vous parlait de plusieurs usages et on envisage évidemment un usage de collecte des témoignages, et surtout ce qui est important
pour nous, comme je disais, en tant que musée de ville, c'est la restitution de cette parole. Puisque certes, on va aller à la rencontre des habitants, mais cette visibilité des habitants, on veut aussi qu'elle intègre le musée. Et donc, on a prévu différents types de restitution. Ça peut être très bien de façon très simple sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, mais aussi dans nos espaces d'exposition. Puisqu'on a ouvert en décembre 2019 le première thématique du parcours permanent qui s'appelle Portrait au pluriel de Lyon. Et dedans, on a un mur, nous on l'appelle entre nous notre mur des clichés, c'est un peu qu'est-ce que c'est pour vous Lyon, donc ça passe de Guignol au saucisson, mais on a aussi la niche de l'habitant, c'est-à-dire pour des habitants, qu'est-ce que c'est Lyon? Et il y a un objet qui représente pour eux Lyon, et ça on veut l'alimenter grâce au vélo, et on veut que ça évolue aussi avec le temps. Donc la collaboration collection-médiation, elle est tout à fait faisable en hors les murs. Alors, est-ce que les collègues, notamment du Musée national de l'immigration, qui nous ont fait part, notamment dans les services civiques du musée, ils sont nombreux, de retours d'expérience sur le dispositif Expo Mobile, par exemple, veulent nous en parler? Céline, excusez-moi, juste je vous coupe parce que je pense qu'il y avait une main qui s'est levée dans le même sujet sur lequel on était, avant peut-être de changer de sujet. Okay. Je vois c'est Émilie Pouliken qui voulait prendre la parole. Si c'est sur ce même sujet, peut-être d'abord enchaîner sur ça. On vous laisse la parole. Ah, votre micro semble être coupé. C'est bon, on vous entend. Ah non, on ne vous entend plus. Ah, ça ne semble pas fonctionner. Peut-être que vous pouvez sinon nous écrire dans le chat. Parce que là, ça ne fonctionne pas, on ne vous entend pas. Pourtant, votre micro est activé, en effet. Du coup, je vous propose si vous arrivez à régler le problème technique, on revient vers vous tout à l'heure. Et puis du coup, est-ce que le Musée national de l'histoire de l'immigration est parmi nous? Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup de nous donner la parole. Je vais juste faire une très courte introduction pour ensuite laisser la parole à notre équipe de volontaires en service civique. Puisque donc effectivement, depuis 2015, le Musée national de l'histoire de l'immigration a mis en place un dispositif d'exposition mobile. On en a 5 qui circulent dans toute la France grâce à des partenaires diffuseurs. Et en Île-de-France, le musée diffuse des expositions lui-même. Et en Île-de-France, on a la chance d'accueillir chaque année une équipe de 4 volontaires en service civique qui viennent pour assurer des médiations auprès de tous les emprunteurs des expositions qui le demandent. Et c'est un dispositif qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il permet de prolonger le débat sur les questions d'histoire de l'immigration, de vraiment engager un dialogue sur ces questions et d'aller vers des publics qui sont parfois plus éloignés de la culture. Et on trouvait très intéressant que notre équipe de volontaires en service civique puisse faire un petit retour sur leur expérience de la médiation hors les murs. Donc on a cette année la chance d'accueillir Mario de Salomon, Louis Barbier, Yann Grajezic et Eva Bélisère. Et je vais tout de suite leur laisser la parole pour qu'ils puissent parler de leur expérience de la médiation autour de ces expos mobiles. Donc bonjour, je vais m'exprimer en premier. Je m'appelle Louis Barbier. Donc je suis volontaire en service civique au Musée national de l'histoire de l'immigration depuis le mois de novembre, et on a commencé, nous 4, à faire des médiations à partir du mois de janvier. Sur le thème de la création de liens hors les murs avec les publics, c'est vrai que les médiations, c'est vraiment très très bien parce que ça permet de toucher des publics, notamment des publics scolaires, des publics jeunes qui n'iraient pas forcément dans les musées sinon, qui ne seraient pas forcément sensibilisés
aux enjeux qu'il y a derrière les immigrations en France. On se rend dans certains établissements d'ailleurs où il y a des enfants qui sont eux-mêmes immigrés et ça permet de nous aussi nous enrichir en tant que musée. Par exemple, hier, Mario de Salomon et moi sommes allés dans une école primaire au sud de Paris, l'école primaire des frères voisins pour être précis. Et dans cette école, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient eux-mêmes, enfin qui avaient eux-mêmes, pour certains, migré, beaucoup d'autres qui étaient issus de l'immigration. Et non seulement on a pu parler de ces questions-là avec eux, mais en plus, ça a été très enrichissant pour nous. Et la responsable de la petite bibliothèque de cette école primaire maternelle a même eu l'idée en parallèle de la présentation de l'exposition mobile qu'on y a faite, de lancer comme une collecte d'objets auprès des parents d'élèves pour prolonger l'exposition. Donc c'est vrai que ça crée un projet autour de cette exposition mobile large qui dure pas seulement le temps de l'exposition mobile, mais qui permet aussi de mobiliser les élèves sur ces questions et de mobiliser à travers les élèves aussi les parents d'élèves qui se retrouvent liés non seulement à l'école, mais aussi au musée, ce qui ne serait pas forcément le cas si cette exposition mobile ne se déplaçait pas, parce que c'est des gens qui vivent dans une partie de Paris qui est assez enclavée, qui est même hors du boulevard, des boulevards des Maréchaux, du boulevard périphérique. C'est une partie de Paris, si vous voyez un peu la carte de Paris, qui se trouve au sud-ouest, qui fait comme un tout petit décrochement. Donc c'est une partie assez enclavée et les populations qui y vivent, notamment les enfants, mais aussi les parents, n'ont pas sinon la possibilité de se déplacer, enfin surtout les enfants. Donc c'était vraiment bien d'y aller pour présenter cette exposition. Je vais poursuivre ce que Louis vient de dire en précisant juste qu'effectivement ces médiations hors les murs, c'est l'occasion pour nous aussi de voir aussi comment se développent des projets dans des musées en partenariat avec des personnes. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir voir un petit peu comment se créent des projets avec des partenaires qui souhaitent créer des projets autour des expositions, et donc c'est assez intéressant pour nous en fait d'avoir l'opportunité aussi de découvrir un petit peu le fonctionnement des musées et donc du hors les murs. Pour souvent une première expérience en fait dans un musée, donc c'est assez intéressant, et d'autant qu'en fait tous on a fait des études précédemment qui touchaient un petit peu aux thématiques des migrations, pardon, et donc voilà, c'est intéressant de le valoriser par ce moyen-là. Merci de votre témoignage. Donc là, des interventions de ce que je comprends plutôt dans le milieu scolaire, mais pas que sans doute. Je crois qu'il y a une autre question, une demande d'intervention de Christine Sucroussel pour le musée de la Poste. Je ne sais pas si elle m'entend. En tout cas, il y avait une question tout à l'heure. Oui, bonjour. Vous m'entendez là pour Oui, en tant que postière, mais c'est parce que comme il était question de correspondance sur les musées d'Alsace, là j'étais un petit peu plus curieuse de savoir les modalités un petit peu parce qu'on n'a pas eu beaucoup de détails sur ce qui était mis en place pour faire renouer les enfants avec l'écrit, et la correspondance. Donc j'aurais voulu un petit peu plus de précision de la part des personnes qui ont présenté le projet. Merci. Oui, bon, vous nous entendez? Ça va? Très Ok. bien. Alors, du coup, on vous donne. C'est vrai qu'on n'a pas donné d'exemple concret. On a déjà mis en place plusieurs projets, donc on va vous donner 2 exemples. Donc, par exemple, au musée des Arts Décoratifs, on a une copie du portrait peint par Hyacinthe Rigaud représentant Louis XIV, le portrait que tous les élèves ont rencontré un jour ou l'autre durant leur scolarité. Et donc, on a contacté 2 écoles de CM1, CM2 qui auraient dû venir au musée au mois de novembre, mais qui n'ont pas pu du fait du confinement. Et on leur a proposé donc d'entamer une correspondance autour de ce portrait. Et du coup, une médiatrice de notre équipe a enregistré en fait un petit conte en plusieurs parties
qui part de l'enfance de Hyacinthe Rigaud jusqu'à ce portrait de Louis XIV. Et donc, on a envoyé progressivement les différentes pistes audio accompagnées à chaque fois de visuels aux classes par mail. Et donc, après, c'est le moment où on souhaite avoir un retour des classes. Donc, c'est la question que vous nous posiez, est-ce qu'on a eu ou pas des retours? Donc ça, c'est un peu le point qui pêche, puisque les enseignants n'ont pas forcément le temps Alors, les enseignants nous écrivent des mails en disant qu'ils sont très contents, que les élèves sont contents, mais on n'a pas de retour concret. Donc, du coup, la semaine dernière, pour les relancer, on a imprimé en fait des cartes postales avec le portrait de Louis XIV au verso et une carte postale classique de l'autre côté. Et on leur a envoyé par la poste en demandant cette fois-ci aux élèves de vraiment nous écrire une carte postale par rapport à ce qu'ils ont entendu dans le conte et de nous faire un retour là-dessus et par la suite, bien sûr, de venir au musée. Donc, du coup, on en est à cette étape-là de la correspondance. Voilà. Et peut-être juste un mot sur le deuxième, en fait, deuxième dispositif. On est parti, en fait, d'un jeu assez célèbre qui s'appelle le Qui est-ce, que vous connaissez peut-être, qui permet aux enfants, en fait, de se faire deviner un personnage via des petits portraits. Je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Et en fait, on a transposé ce jeu Qui est-ce en Devinez quoi, devinez qui, avec un choix en fait d'œuvres de 6 musées même de Strasbourg, autour de 2 thématiques, donc les personnages, et de la deuxième thématique, c'est les créatures fantastiques. Et donc on va imprimer une série de planches, et ces images en fait sont également des cartes postales. C'est-à-dire que là, on va aller déposer ou envoyer en fait ces jeux dans les écoles qui souhaitent participer. Si l'équipement de l'école le permet, un médiateur jouera en fait en direct avec les élèves via les écrans. Si l'équipement n'est pas, s'il n'y a pas de connexion dans l'établissement, les élèves joueront en fait entre eux. Et ensuite, l'idée, c'est que là aussi, ces œuvres cartes postales soient envoyées aux correspondants, aux familles. Là, c'est selon le projet de l'enseignant, ou au médiateur, avec pourquoi pas des questions posées au médiateur, ou des histoires imaginées en classe, et voilà, et engager là aussi une correspondance avec les musées. Donc là aussi, on en est au stade où les cartes postales vont être imprimées là ces jours-ci, et je pense qu'avant les vacances scolaires, on va aller déjà déposer un certain nombre de jeux dans les écoles participantes. Voilà. Merci de ces questions. Alors, il y a une question, je crois, je n'arrive pas à Oui, c'est Annabelle qui voulait prendre la parole, qui a levé la main. Annabelle, si vous nous entendez. Voilà, c'est juste que le micro met un peu de temps à se rebrancher. Oui, j'avais une question sur les expos mobiles et sur la forme qu'elles prennent, en fait. Est-ce que ce sont des expositions qui sont complètement distinctes des expositions qui sont présentées dans le musée, ou est-ce qu'elles sont basées sur des expositions temporaires? Et quelle forme elles prennent? Est-ce que vous avez des objets? Est-ce que ce sont des panneaux? Est-ce que vous avez une présentation numérique? Enfin, voilà. Comment exactement ça se présente? Donc, au sujet des expositions mobiles du Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est bien ça. Donc, en fait, ce sont des expositions mobiles qui sont adaptées des expositions temporaires qui ont eu lieu dans le musée. Notamment, moi personnellement, en tant que service civique, on s'est réparti entre services civiques les expositions, parce qu'on ne peut pas travailler sur toutes les expositions mobiles, elles sont très nombreuses. Mais par exemple, moi je travaille sur une exposition mobile qui s'appelle Paris-Londres Music Migrations, qui est adaptée d'une exposition qui avait eu lieu dans le musée, une exposition temporaire sur les influences des cultures musicales des populations immigrées sur les musiques à Paris et à Londres des années 60 aux années 80. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller voir cette exposition au musée. Donc les expositions mobiles sont adaptées sous forme de bâches ça dépend des expositions, mais disons entre 10 et 20 bâches.
Pour l'exposition Paris-Londres, évidemment, comme c'était une exposition sur la musique, le service Réseau et Partenariat a créé une borne musicale pour accompagner l'exposition et pour pouvoir diffuser les musiques en même temps qu'on s'appuie sur les panneaux pour faire la médiation. Quelquefois, des objets peuvent être prêtés aussi avec ces expositions en mobile. Je sais notamment que l'écomusée du Val de Bièvre va emprunter l'exposition mobile Ciao Italia, et que dans ce cadre-là, le musée va prêter des objets, des collections pour accompagner cette présentation itinérante. Merci de ces précisions. Alors, je vois que dans la conservation, c'était un peu le même sujet, les thématiques des expositions. Donc, Coralie, est-ce que la réponse vous suffit? Oui, oui. J'ai peut-être une question alors qui s'adresse indifféremment finalement à tous les intervenants. Voilà, vous nous avez fait part avec grand enthousiasme de ces initiatives, ces idées qui sont foisonnantes, qui sont bien sûr adaptées à vos propres territoires et problématiques, mais finalement qui pourraient être reproductibles ou en tout cas pourraient inspirer d'autres musées ou écomusées. J'avais peut-être moi une question sur plutôt les difficultés. Je pense que c'est aussi le lieu aujourd'hui pour en parler ou pour les exprimer. Voilà, est-ce que vous avez envie peut-être de nous faire part de certaines difficultés qui seraient liées voilà, à cette logique-là, enfin c'est pas une logique, c'est plutôt cette situation qu'on subit de stop and go, donc continuer à prévoir, à préparer finalement ce qui va venir après dans le musée, et en même temps, mais on ne sait pas quand, et en même temps investir le hors les murs, et j'imagine, on est un peu tous dans la même situation, soit à moyens équivalents, on va dire pour le mieux, mais peut-être avec des moyens plus limités, puisqu'un certain nombre d'entre vous, notamment le secteur associatif, est en chômage partiel, voilà, les CDD ne sont pas toujours, on va dire, poursuivis, et puis un certain nombre d'entre vous aussi sont peut-être redéployés vers d'autres missions. Voilà, moi c'est le cas en tout cas dans notre collectivité, vers des EHPAD, vers des écoles, la cantine, et puis les centres de vaccination, puisque c'est la nouveauté de on va dire, de ce dernier mois. Voilà, est-ce que quelqu'un veut intervenir peut-être sur les difficultés et puis les solutions, peut-être que vous en trouvez aussi? Si tout va bien. Moi, je veux bien juste sur les difficultés. Alors, ce n'est pas tant par rapport au cabinet de curiosité, qui est donc destiné, vous l'avez compris, à des adultes, mais par rapport à une autre forme de hors les murs que moi je pratique. C'est des projets, des appels à projets que je mène avec différentes classes du territoire. Donc, je me déplace dans les classes. J'ai 5 thématiques qui sont développées. Et donc, j'ai plusieurs séances à chaque fois dans les classes qui ont pour but de donner aussi envie aux enseignants de venir à l'écomusée, évidemment. Et là, la difficulté, la grosse difficulté, c'est bien sûr l'incertitude. C'est-à-dire que là, moi, j'ai commencé différents projets. J'en ai 4 en route. J'ai déjà fait 2 séances par classe. J'ai une quinzaine de classes. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout. Les enseignants non plus, et c'est extrêmement. Ça s'est passé comme ça l'année dernière déjà. L'année dernière, j'ai pu faire qu'une séance et après tout s'est arrêté. Donc là, j'en suis à la 2e. J'espère pouvoir continuer, mais personne ne sait en fait. Et ça, c'est extrêmement frustrant déjà, de se dire qu'on crée des projets et qu'on ne sait pas si ces projets-là qu'on a écrits, qu'on a créés de toutes pièces, on va pouvoir concrètement les partager. Notre métier, c'est ça, c'est le partage avec le public à qui ils sont destinés. Et ça, pour moi, c'est une vraie difficulté, à savoir si on va aller jusqu'au bout. Et pour les enfants, c'est terrible. Ça a été terrible l'année dernière. Et là, les enseignants croisent les doigts en me disant j'espère que cette année, on pourra aller au bout du projet. Pour moi, là, c'est la plus grosse difficulté.
Je me permets de prendre le relais. Donc, je pense qu'en effet, on rencontre les mêmes difficultés sur le hors-les-murs de manière générale. Juste pour vous donner un exemple, nous, à Gadagne, on a développé une offre hors-les-murs scolaire. Donc, oui, les écoles sont motivées. Oui, nous avons des interventions, mais c'est beaucoup plus lourd à mettre en place que d'accueillir des classes au sein de nos murs. Mais justement, nous, ce qui était important, c'était de développer des projets qu'on pourra mener quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui nous attend, quelles que soient les conséquences de la crise. Et le projet vélo en fait partie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit si on ouvre ou pas, le projet, on va le mener jusqu'au bout. Et c'est ça qui était important pour nous, et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui à Gadagne, c'était de mettre en place des projets qu'on sait, quoi qu'il arrive, qu'ils aboutiront. Et puis, je te laisse, Jennifer, par rapport au vélo musée. Oui, bah après, parmi les difficultés ou les craintes qu'on peut avoir, comme tu le disais, Céline, il y a la question de est-ce qu'on va arriver à installer ces rendez-vous? Voilà, parce que comme on le disait, c'est une fois par semaine à raison de un très nombre de quartiers. Donc au final, quand on met au regard du nombre de semaines sur une année, ça fait quand même assez peu si on veut irriguer complètement le territoire de Lyon. Donc voilà, on sait bien que les gens, ils ont besoin de nous voir régulièrement pour que s'installe voilà, ce rendez-vous. Donc ça peut être une question. Après, je dirais que par rapport à ce projet-là, nous, on ne se met pas la pression en fait. On est modeste. C'est un travail qu'on considère comme développement durable. On le fait sur le long terme. Donc ça demande modestie parce que ça va demander de se réadapter. Ça demande de la persévérance. Voilà, c'est un travail qu'on va mener dans la continuité, pas à pas. Je dirais, on va installer ce lien. Voilà, et donc il faut en avoir conscience et l'intégrer complètement au projet, ça. Oui, tout à fait. Merci, on pourrait y revenir. C'est vrai que ça serait vraiment intéressant que vous partagiez sous une forme d'une fiche retour d'expérience cette expérience, parce que effectivement, peut-être que c'est quelque chose qui serait amené à intéresser d'autres adhérents, notamment les coûts, voilà, les concepteurs de votre vélo, des éléments très concrets peut-être aussi de type conception matérielle du projet. J'ai une question retour d'expérience. Alors peut-être présentez-vous pour ceux qui n'étaient pas intervenants. J'ai Delphine Griseux, directrice du musée portuaire à Dunkerque, qui souhaitait, je crois, prendre la parole. Delphine. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Oui, moi, par rapport aux difficultés et à ce qu'on a entendu, en fait, c'est vrai que quand on a rouvert après le premier confinement, on s'est posé les mêmes questions que tout le monde, c'est-à-dire que les scolaires revenaient, mais très, très doucement. Et donc, on a, comme beaucoup, créé une proposition en fait, d'animation hors les murs pour les scolaires. Qui a bien fonctionné. Il y a eu un bon retour des écoles et qui ont apprécié qu'on ait fait cette démarche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dans les difficultés, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps et je rejoins ce qui vient d'être dit par Gadagne, c'est-à-dire que c'est pas tant lourd à mettre en place, mais ça prend énormément de temps. Et là où nous, on a une équipe de médiateurs, ils sont 4. Là où sur une matinée, on arrive d'habitude à avoir beaucoup de classes, rien que effectivement pour le matériel, les déplacements, etc., ça nous limite beaucoup dans le nombre d'écoles ou de classes qu'on peut voir. Donc c'est vrai que ça nous a permis justement de réfléchir à tout ça et à se dire qu'il fallait qu'on aille encore plus loin, trouver des solutions plus légères et de trouver d'autres outils aussi pour pouvoir fonctionner. Et ce qui est sûr, c'est que ça existait, nos actions les murs existaient, mais là, tout le monde a vraiment été convaincu, s'il fallait encore le faire, mais qu'il fallait absolument que à l'avenir, il y ait toujours cette part de hors les murs qui existe. Mais effectivement, moi, j'aimerais qu'on aille au-delà des scolaires et qu'on trouve d'autres formes, qu'on trouve donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été présenté ce matin et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être utiles. Nous, on a déjà un vélo, on a un triporteur en fait qu'on fait tourner déjà depuis 3 ans sur le territoire de Dunkerque, sur la digue, etc., qui sert d'ailleurs
autant en fait plus comme promotion, mais aussi comme moyen de médiation, d'échange avec le public. Voilà. Mais c'était surtout effectivement pour dire que tout ça, ça prend aussi du temps et que nos équipes, elles vont pas, en tout cas de notre côté, elles vont pas s'étoffer. Parce qu'on est une association et qu'on est touché de plein fouet par tout ça, et je pense que l'avenir va être difficile, mais voilà, en tout cas on travaille beaucoup dans ce sens-là, et je pense qu'il y a une vraie demande aussi du public. Voilà. Alors peut-être effectivement alors c'est peut-être moins les médiateurs sur le terrain qui le voient et qui l'expérimentent au jour le jour, parce que c'est peut-être pas à ce niveau-là que ça se joue, mais ce que tu dis, Delphine, je trouvais intéressant, c'est comment dans le dialogue avec la tutelle, la gouvernance de l'association ou pour les musées qui sont en régie directe, voilà, avec les directions des affaires culturelles, avec les élus, comment aussi on arrive à affirmer, à essayer de pousser en quelque sorte cette notion d'essentiel finalement, du rôle social, parce que finalement c'est à ça qu'on vient, de la culture et de nos musées, et comment finalement le dialogue aussi peut-être avec d'autres secteurs de politique publique, c'est un levier. Alors, ça soit les politiques publiques, service à la population au sens large, la jeunesse, la santé, les personnes âgées. Est-ce que, voilà, dans l'assistance, peut-être quelqu'un a un témoignage à apporter? C'est un peu la nature de ma première question que j'avais posée à Strasbourg, mais vous n'aviez peut-être pas, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que c'était votre initiative. Est-ce que vous avez eu justement, pour certains d'entre vous, essayé voilà, de faire prendre conscience par des actions avec des personnes qui en avaient besoin et qui avaient exprimé ce besoin, la place du musée finalement au cœur de la cité et au cœur d'autres services à la population. Voilà, est-ce que là-dessus peut-être quelqu'un voudrait prendre la parole ou témoigner? Parce que je pense que c'est vraiment un enjeu très fort dans ce contexte, comme tu disais Delphine, où nos moyens ne vont pas s'accroître et possiblement ils vont plutôt être contraints ou limités, hélas. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention ou un retour d'expérience peut-être sur le sujet? C'est un sujet pas facile, c'est peut-être un sujet qui est plus porté par les responsables de services des publics. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs ce serait intéressant si ça n'existe pas, peut-être d'y travailler sur les actions en transversalité avec ces services à la population. Est-ce que certains voilà, mènent ce type de projet? Alors, moi, je vais reprendre la parole, si vous voulez bien. Mais juste pour dire que la demande, elle est vraiment pressante aujourd'hui. Moi, quand j'ai créé le cabinet de curiosité, bon, ils étaient contents, hein, mais bon, voilà, pas plus que ça, en fait. Par contre, aujourd'hui, il y a vraiment une demande pressante des élus. Et une prise de conscience de l'importance de ce lien que nous réalisons avec le territoire à travers ces différents outils, que ce soit via les écoles ou même via le cabinet, via les projets pédagogiques ou via le cabinet de curiosité. Et là, autant pour le cabinet, en tout cas, il est passé un petit peu inaperçu au début quand je l'ai présenté. Maintenant, il y a une vraie demande et aussi bien de la part de structures telles que, malheureusement, les maisons de retraite, elles sont très preneuses, mais elles ne peuvent pas aujourd'hui, bien sûr, nous accueillir. Mais après, il y a une vraie demande de la part des élus qui augmente fortement. Pour moi, ici, en tout cas. Tout à fait. Nous aussi, à Lyon, on rejoint complètement ce qu'a dit Corinne. Il y a une vraie demande des élus de développer les murs de plus en plus. On a même eu une commande politique pour intervenir chez les scolaires. Et le vélo musée, on l'a présenté à l'adjointe à la culture qui nous a soutenus. Et du coup, il y a même une enveloppe financière qui a été dégagée dans ce côté-là, parce que ça répond vraiment à leurs objectifs de culture comme créateur de liens, en fait. On recrée le lien avec ça. Je crois que Anaïne, pour Strasbourg, voulait compléter. Et puis ensuite, Cédric. Oui. Garde.
Oui, effectivement, en fait, nous, au premier confinement, on a eu, peut-être comme d'autres musées relevant d'une municipalité, on a eu la demande de nos élus d'aller participer à l'accueil périscolaire des enfants de soignants. Donc, nos médiateurs, au même titre que d'autres structures culturelles, sont donc allés dans les écoles voilà, où il y avait par exemple les enfants des soignants, les enfants des policiers. Donc, on a participé à ça. Et là, récemment, notre maire a demandé, au moment où le Premier ministre était à Strasbourg, qu'on puisse accueillir en fait uniquement les scolaires ou les personnes relevant du champ médico-social et les étudiants. Et c'est ce qu'on fait actuellement en fait. Merci. Cédric Garde. Alors, je crois que vous n'avez pas dit de quelle structure vous étiez. Est-ce que Oui, vous pouvez préciser? je travaille pour le musée Pavinois dans le Nord. Et nous sommes intervenus plusieurs fois dans des CLSH, tout ce qui est accueil centre aéré. Et donc, du coup, nous sommes en contact avec les responsables de l'animation. J'ai déjà eu plusieurs retours à pas mal d'effervescence parce que dans les rumeurs de ce qui peut arriver par la suite, cette histoire d'avoir des vacances prolongées pour les élèves et des responsables qui disaient si ça nous tombe la dernière minute où on va se retrouver au lieu de faire 2 semaines d'animation, en faire 3 ou 4 qu'on prévoit. Et voilà, on en discutait parce que du coup, ces structures-là sont en demande d'intervention des structures muséales. Et ça peut être une carte à jouer, justement. Alors, pas pour aller faire de l'animation, mais pour de la médiation, mais de pouvoir monter comme ça ou d'utiliser nos outils hors les murs pour, si jamais ça devait arriver d'avoir des centres aérés beaucoup plus prolongés, de nous pouvoir intervenir directement dans les différentes communes. En plus, avec cet intérêt de toucher les communes qui ne pensent pas forcément faire appel à nous, et puis les enfants qui ne viennent pas forcément au musée initialement. Mais ça demande d'être extrêmement réactif. Parce que si ça se fait, on va le savoir assez rapidement. Bien, merci de ce témoignage. Alors, je ne vois pas d'autres demandes d'intervention à ce stade. Bon, par contre, par rapport à ce que vous disiez, Anna, à Strasbourg, c'est vrai que je pense que l'expérience que certains d'entre vous ont eue, voilà, de redéploiement, d'échange aussi peut-être dans un certain nombre de contributions finalement à l'effort de la collectivité pour gérer cette crise sanitaire, ça a été, enfin en tout cas on peut le voir comme une opportunité de mieux connaître ses collègues hors du champ du secteur culturel, de mieux travailler des leviers d'action, voilà, d'action transversale ou d'utiliser les méthodes voilà, qui sont chères en tout cas à la FEMS et qui viennent du secteur notamment de l'éducation populaire, mais pour lesquels finalement, alors je ne vais pas dire que les musées s'en étaient éloignés, mais c'est vrai que ouais, il y a eu des mouvements avec notamment toute la professionnalisation finalement forte du secteur de la médiation culturelle, des effets de silos qui faisaient peut-être que voilà, certains métiers ou certaines actions voilà, se sont moins travaillées, je pense, en transversalité. Et là, je trouve qu'il y a dans les différents retours d'expérience que vous montrez une porosité, enfin, du coup, une inventivité à l'œuvre qui mériterait d'être, enfin, en tout cas, d'être poursuivie, d'être déployée et surtout d'être mieux connue et reconnue. Donc, c'est intéressant parce que finalement, vous avez tous finalement plus ou moins dit la même chose, c'est qu'on ne vous avait rien demandé, enfin au départ, c'est vous qui avez été à l'initiative, qui avez fait des propositions, et finalement ces propositions ont été voilà, présentées par vos directions, suivies, appuyées, et aujourd'hui sont en déploiement. Donc c'est plutôt intéressant, ça montre aussi peut-être aussi un endroit où la FEMS doit être plus présente dans la valorisation des expériences, des remontées du terrain, on va y réfléchir en tout cas, donc c'est plus de la communication, mais en même temps c'est important la communication pour faire levier sur, voilà, sur les budgets, sur l'action, sur la suite. Moi c'est un petit peu ce que je retiens de l'échange de ce matin. Je vois qu'il est 10h18, donc on va s'acheminer tranquillement si on veut voilà,
garder notre temps, notre timing d'1h30 qu'on avait donné à ce format des jeudis de la FEMS, premier du nom, aller vers la sortie. Mais je vois qu'il y a encore une main levée de Virginie Coleman. Donc, je vais vous proposer d'intervenir. On ne vous entend pas, votre micro est éteint. Non, normalement, il est ouvert. Voilà. Ça marche? Voilà, oui, excusez-moi, je fais vite. Donc, je m'occupe du musée du peigne et de la plasturgie à Oyonnax dans l'Ain. Et je voulais juste rebondir en fait sur la transversalité. Alors, pour nous, ça va être interservice culturel parce qu'en fait, le musée fait partie d'un centre culturel dans lequel il y a cinéma, théâtre, arts plastiques, etc. Et il se trouve qu'on a bénéficié, vu que les cinémas sont fermés, que les spectacles sont fermés, la possibilité en fait d'avoir des compétences de nos collègues, par exemple du cinéma ou des preneurs de son, pour pouvoir réaliser une vidéo d'une visite guidée d'une expo qui malheureusement ne peut pas ouvrir. Et je dirais que c'est pour nous du coup le côté positif, hein, c'est qu'on a bénéficié de compétences et un peu de personnel en supplément. Voilà. Donc, merci, hein, c'était pour faire court. Non, mais merci de ce témoignage. C'est vrai que c'est intéressant. Ça sera un autre sujet, je pense, qu'on abordera dans un autre jeudi. On ne l'a pas encore calé, mais c'est comment effectivement, voilà, on redéploie avec les moyens du bord souvent des formes d'intervention ou de médiation en numérique. Donc, merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres... oui, une demande d'intervention de Florence Chaligné à l'écomusée du Perche. Vous m'entendez? Oui. Moi, c'est une question en fait, parce que le hors les murs, c'est quelque chose qu'on pratique depuis un certain temps déjà pour les scolaires. Donc à l'heure actuelle, c'est pas un problème question jauge, hein, parce qu'il y a le problème des jauges, mais pour le hors les murs vers les publics adultes, par exemple, comment ça se passe? Parce qu'on va forcément être soumis à des jauges. Et quelles sont-elles? Puisque là, maintenant, on n'a plus aucune visibilité par rapport à ça. Alors, je vais laisser la parole peut-être à ceux qui le souhaitent et qui ont déjà travaillé la question dans le cadre des protocoles. Concrètement, il y a deux situations. Il y a quand on est effectivement en milieu extérieur ou en milieu fermé. Il y a le cas particulier des protocoles scolaires, effectivement, où aujourd'hui, les délégations à l'action culturelle, généralement, au sein des inspections académiques, ont validé le maintien des projets EAC et des interventions en milieu scolaire. Donc, voilà, sous réserve de protocoles sanitaires, distanciation, masque, mais effectivement, moi, des retours d'expérience que j'ai dans mon équipe, les collègues interviennent comme les enseignants en milieu scolaire. Sur l'extérieur, on va dire quand c'était sur des formats, je dirais, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de médiation volante, mais de conversation, en tout cas, il n'y avait, et c'était un des enjeux, je pense, une des difficultés, il n'y avait pas de communication forte, donc ce qui peut aussi entraîner le fait qu'il n'y a pas trop de monde. En gros, c'est plutôt les personnes qui passent. C'est un peu la bonne surprise. Ça a été tout un enjeu, je pense, pour un certain nombre de communication pour éviter les attroupements ou les regroupements. Et puis sur le milieu fermé, moi j'en suis restée à 6 personnes et peut-être que les collègues voilà, qui sont intervenus veulent préciser les protocoles qu'elles appliquent. Je pense notamment Corinne, peut-être, en bibliothèque ou ailleurs. Peut-être Corinne n'est plus là. Il y a une main levée de Annabelle, peut-être que c'est un retour aussi d'expérience. Oui, Annabelle, si vous voulez témoigner, la parole est à vous aussi. Donc moi, je suis chargée des publics à la Maison de banlieue de l'architecture. Donc on est dans l'Essonne, donc le sud de la région parisienne.
Et alors, nous, hors les murs, c'est notre métier, hein. On est un centre d'interprétation, donc on n'a pas de collection. On a des expositions, mais notre collection, c'est ce qu'on s'amuse à dire, notre collection, c'est le territoire. Et par contre, on a eu effectivement des soucis avec les jauges pour les adultes, puisqu'on a eu des limitations, en tout cas en Ile-de-France, hein, je ne sais pas comment c'était dans les autres régions, limitation du nombre de personnes dans l'espace public. Et sauf qu'on a trouvé une petite ligne dans le texte qui disait que les guides conférenciers, eux, avaient le droit de faire des visites sans aucune limitation du nombre de personnes dans les groupes. Donc, c'est là qu'effectivement, on s'est souvenu que le métier de médiateur culturel, en réalité, n'existe pas, qu'il n'y a que le métier de guide conférencier. Donc, en fait, c'est tout bête, mais on a fait des demandes de carte de guide conférencier. On n'est pas guide conférencier. Ce n'est pas exactement le même métier, mais on s'est dit, tant pis, en fait, on va faire des demandes pour pouvoir justement faire nos visites en extérieur sans ce problème de limitation. Par contre, il faut au moins 3 ans d'expérience en médiation culturelle. Il se trouve que j'ai une collègue qui vient d'arriver qui n'a pas ces 3 ans d'expérience. Et donc, on va se retrouver pour le coup à un peu, on va voir comment ça se passe, mais on risque de sûrement se retrouver à devoir un peu se spécialiser, c'est-à-dire pour elle les scolaires, si besoin, pour moi les adultes. Puisque moi j'ai pu obtenir ma carte, là où d'habitude, c'est vrai tout le monde faisait tout. Et là, on va sûrement être obligé effectivement de se répartir des groupes un peu comme ça pour pouvoir maintenir au maximum nos médiations. Mais donc, c'est vrai que parfois, il faut aller chercher vraiment dans les détails pour réussir à maintenir nos événements. Merci de ce témoignage. Je pense que là, les configurations sont vraiment très différentes d'un territoire à l'autre. Moi, je vois par exemple l'exemple de la métropole de Rennes. Les visites guidées sont suspendues complètement jusqu'à nouvel ordre depuis un certain temps. Donc, il n'y a aucune visite, en fait. Les guides conférenciers interviennent, en fait, dans le cadre de la SPL, l'ex-office du tourisme, et il n'y a plus rien, en fait. Donc, avec les musées fermés, les visites sur le territoire qui n'existent pas, c'est vrai que l'offre culturelle et patrimoniale, elle ne peut se faire finalement qu'en autonomie. En plus, c'est l'hiver actuellement, donc c'est plus compliqué. Alors, je vois qu'il y a peut-être et ça sera peut-être le dernier échange, une dernière demande. Il y a une dernière main levée, mais je n'arrive pas à voir. C'est Cédric. Non, c'était tout à l'heure peut-être. Non, je crois qu'il a relevé la main. Cédric, si vous voulez. Non, c'est bon, j'avais désactivé à nouveau le son. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Donc, à avoir votre expérience sur une particularité de cette année sur les extérieurs, et c'était avoir un peu vos ressentis là-dessus. Donc, dans l'ordre des rendez-vous nature, donc on intervient sur les extérieurs, et là, il y avait par le département du Nord, il y avait une consigne stricte qui était de ne pas dépasser 9 participants, sauf qu'on est sur l'espace public, et comment gérer 5 participants supplémentaires qui arrivent, qui débarquent parce que là, il y avait une vraie communication dessus, et on a eu le cas comme ça d'avoir, on devait s'inscrire, d'avoir les 9 participants, c'était complet, et vous voyez arriver d'autres personnes. Et là, c'est tout un jeu de diplomatie, d'expliquer que une famille entre les personnes et avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Parce que, on pouvait pas déborder, mais à déplacer des jauges. Et c'est difficile de dire aux gens, nous sommes dans un espace public. Normalement, moi, je n'ai pas le droit de dépasser 9. Si les personnes font 2 mètres de distance, ça peut nous écouter. Et comment gérer ça? Si je suis clair, c'est toujours... Je pense au vélo, à l'expérience sur le vélo ou d'autres, les extérieurs, comment vous gérez ces jauges alors qu'on nous limite tellement sur ces jauges? Oui, merci de la question. Moi, je n'ai pas complètement entendu parce que votre connexion n'était pas extrêmement bonne. De ce que j'ai résumé, c'est que vous questionnez sur comment faire appliquer les mesures de distanciation sociale dans l'espace extérieur. C'est bien ça, la question? Oui, et puis même sur la jauge, c'est-à-dire que nous, le département du Nord, disait bien 9 personnes maximum, et c'était très, très, très clair. Comment vous gérez d'autres personnes qui viennent s'intégrer au groupe? Alors, moi, je vous fais éventuellement un petit retour d'expérience, mais actuellement, les
les visites actuellement sont suspendues. C'est des propositions qu'on a fait durant la période estivale, en juillet-août, où on va dire la pandémie était quand même, la crise était à un autre étage. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre situation. Sur l'été, effectivement, les actions informelles sans rendez-vous, finalement, sur une plage horaire de n'importe quoi, il y a, voilà, les équipes de médiation du musée sont dans tel jardin de telle heure à telle heure. C'était des expos mobiles aussi. Il n'y avait pas de jauge et il n'y avait pas de réservation parce qu'en fait, on est dans du flux. C'est ce qui avait été entendu. Donc, c'est de 9h à midi. Par contre, quand il y avait un horaire, nous, à Rennes, on a organisé des picoprojections, c'est-à-dire des visites nocturnes sur des thématiques avec un partenariat avec une cinémathèque de Bretagne. Là, il y avait des jauges. Et du coup, ce qui a été compliqué, c'est l'équipement. Il fallait 2 voire 3. Parce que du coup, on avait équipé les personnes d'un système d'audio guide avec des cases. Donc, il fallait les nettoyer, il fallait compter les personnes. Il fallait un peu les organiser pour qu'elles s'éloignent les unes des autres. Voilà, donc ça supposait un peu ce que disait Corinne qui nous a quittés, une logistique importante, et ce que disait aussi Delphine, finalement, le hors-les-murs prend beaucoup plus de moyens humains que quand on organise finalement une médiation au musée où les lieux sont sécurisés, tout est bien rodé, le matériel est sur place. Donc c'est clair que ça prend, je ne sais pas, mais en gros 2 fois plus de moyens humains, moi j'ai l'impression, à minima, sans compter les temps de déplacement. Voilà, alors ça dépend de votre territoire d'intervention, si c'est la ville, la métropole, le département, mais c'est vrai que c'est des éléments à prendre en compte quand même, je pense, de manière importante, et qui sera aussi important de ressortir dans une appréciation plus qualitative finalement des actions hors les murs. C'est qu'on ne peut pas comparer des quantités de public quand on est sur des actions hors les murs avec des actions dans le musée. Je vous propose de conclure peut-être sur ces mots en disant voilà, qu'il y a beaucoup d'initiatives de votre part qui seraient vraiment intéressants si vous avez envie de nous faire partager, même par quelques lignes, hein, voilà, des retours d'action, puisqu'on voit que le vélo de Gadagne voilà, fait écho au triporteur du musée portuaire. Il y a peut-être d'autres actions autour du vélo, de la randonnée, que sais-je, et les lettres, l'épistolaire. Donc peut-être qu'on peut essayer de travailler sur voilà, l'idée de collectionner aussi, nous, ces retours d'expérience qui sont riches et fructueux, qui amèneront d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur le format, voilà, en toute transparence et franchise, pour ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous souhaiteriez améliorer. Et puis sur les thématiques aussi que nous allons proposer pour la suite. N'hésitez pas à vous proposer soit comme contributeur, soit comme animateur, puisque voilà, ça me semblait important en tant que présidente d'animer la première, mais c'était aussi parce qu'on a essayé de monter ça rapidement. Mais l'idée, c'est aussi de faire tourner les choses. Les prochaines journées, alors je vous annonce en vrac, on n'a pas encore communiquer surtout, mais on va vraiment essayer de balayer finalement d'autres thématiques, les acquisitions, bilan des acquisitions, le patrimoine culturel immatériel, le rôle des bénévoles aussi, comment maintenir le lien avec les bénévoles, et puis des projets aussi qui nous inscrivent dans une plus longue durée, que ce soit sur les patrimoines des migrations ou le patrimoine sportif, des sujets qu'on va aborder avec nos adhérents Musée national du sport et Musée national de l'histoire des migrations. Voilà quelques sujets qui viennent. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, puisqu'on va aussi se questionner sur la régularité de ces rencontres. Voilà, écoutez, merci à vous tous de votre présence et de vos interventions. Voilà, elles ont été riches et nombreuses. Et merci à nos 5 intervenantes voilà, de nous avoir partagé leur retour. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.